18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le débat était vif pendant la publicité. Vincent Herouet est en pleine forme, Aquilino Morel aussi. On va écouter Marine Le Pen parce que, évidemment, on parle beaucoup de Vladimir Poutine en essayant de faire le lien avec Marine Le Pen. C'est toute la stratégie de l'exécutif et du parti Renaissance lors de cette campagne pour les élections européennes. On va écouter ce qu'elle a dit hier lors du débat à l'Assemblée nationale pour l'approbation du plan d'aide à l'Ukraine qui a été voté à une très large majorité. Écoutez donc Marine Le Pen. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, était-ce l'objectif? Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejeter l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Aquilino Morel, c'est la bonne façon de lutter contre Marine Le Pen, de l'accuser d'être Poutine, en fait, le bras armé de Poutine en France? Non, ce n'est pas du tout la bonne façon, parce que on a maintenant du recul. C'est un des points que je développe dans mon livre. La diabolisation du Front National, de Jean-Marie Le Pen, puis du Rassemblement National et de Marine Le Pen, la fille du fondateur du FN, ça fait 40 ans. 1984, François Mitterrand, après le tournant de 83, la création dans son bureau à côté, celui de Jean-Louis Bianco, de SOS Racisme, ce développement d'une idéologie nouvelle pour la gauche qui va la dévorer et qui va attaquer la matrice républicaine, c'est un échec total. Total. 1974, Jean-Marie Le Pen, première candidature à la présidentielle, 0,74% des voix, 190 921 voix. Le 21 avril, moment de triste mémoire, où j'étais aux côtés de Lionel Jospin, 4 804 000 voix. Et en avril 2022, Marine Le Pen, 13 280 686 fois. 70 fois le score de son père. 3 fois le score du 21 avril. Donc, continuez à penser... Donc c'est exponentiel. C'est continu. Okay. Parce que les causes qui font que des gens qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas des fascistes, des fachos, comme on aime à le répéter, qui sont des gens, en général, des classes populaires, puis maintenant de l'ensemble de la société, se dirigent vers le RN et Marine Le Pen, n'ont rien à voir avec cela. Donc, continuez, imaginez qu'on va pouvoir continuer, alors en changeant un peu le registre, c'est pas le fascisme ou le racisme, en l'occurrence c'est le poutinisme, mais c'est de dire c'est le mal et vous ne devez pas voter pour ce parti parce que c'est le mal, c'est un échec. Et quand même, il faut comprendre cela. Un des plus grands esprits de l'humanité depuis qu'elle existe l'a dit très simplement, c'est Albert Einstein. La folie, c'est de répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Nous savons à quoi mène la diabolisation du RN. C'est Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Ceux qui veulent renouveler le genre avec un registre un peu différent, mais qui ne change pas sur le fond de l'argument, c'est-à-dire faire la morale aux gens, en leur disant vous ne devez pas, pour des raisons qui sont morales, prendre ce bulletin de vote, alors que les causes qui poussent ces gens, qui existent, les raisons sociales, économiques, industrielles, agricoles, on l'a vu récemment, migratoires, dérive fédérale de l'Europe, toutes ces raisons-là qui poussent des citoyens, j'allais dire normaux, c'est-à-dire comme vous et moi. Sur ce plateau, il y a probablement des gens qui ont voté ici pour le RN, parce que c'est logique statistiquement, puisqu'on est 7. Bon, donc c'est mécanique. Ne pas prendre les mesures qui permettraient de ramener ces gens vers un vote qui soit différent, en réalité, c'est parce que on ne veut pas sortir de son confort de vie, on veut rester dans cet aveuglement volontaire qui caractérise la gauche, mais plus largement la classe politique depuis 40 ans. Alors, c'est vraiment au cœur de votre livre, La parabole des aveugles. Le John, je crois que ça vous fait réagir. Ça m'amuse parce qu'en fait, je ne sais pas pour ce plateau, parce que je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais en règle générale, sur les plateaux de télévision, il n'y a personne qui a voté RN, et je pense que ça fait d'ailleurs partie de l'équation. L'aveuglement du système médiatique sur les raisons du vote RN doit renforcer les gens qui n'aiment pas beaucoup les médias et qui ont de moins en moins confiance dans les médias, de les diriger. Vous avez probablement raison, mais c'était mon esprit de provocation. Mais bien sûr, c'est pour te dire que statistiquement, quand on est 7, c'est probable. Mais moi, il y a une chose qui m'intrigue, c'est une partie de mon métier consiste à fréquenter les gens qui luttent contre le Rassemblement national, puisque c'est la classe politique, et donc du coup, je les vois beaucoup. J'ai l'impression, et je pense que les gens le ressentent, qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Sur la question de Poutine, par exemple, en ce moment, je peux certifier que quasiment aucun des responsables politiques de Renaissance qui, à la tribune dimanche dernier du meeting de Valérie Hayé, la fameuse candidate Renaissance aux élections européennes, j'ai déjà discuté avec la quasi-totalité d'entre eux, et ils ne pensent pas ça quand ils sont en privé, dans une vraie
vraie discussion, etc. Ma question pour Aquilino Morel, c'est est-ce que pour faire baisser le Rassemblement national, il faudrait pas faire ce qui est d'ailleurs la seule stratégie qui a déjà marché, c'est reprendre des idées qui parfois viennent de la gauche, parfois viennent de la droite, que les partis dits traditionnels se réapproprient les idées que le RN a récupérées, la droite par exemple sur les questions régaliennes, la gauche sur les questions sociales. Bien entendu, puisqu'en réalité ces idées, ils les ont pas arrachées, on les leur a laissées, on les a données, on les a abandonnées. La République, la nation, l'État, la laïcité, l'école, la sécurité, la lutte contre l'immigration, qui étaient autrefois des thèmes sur lesquels on pouvait discuter et qui étaient même, pour certains d'entre eux, au cœur de l'identité de la gauche, on les a abandonnés. Donc ce parti s'en est saisi, et bien entendu qu'il faut arriver à reprendre ces points-là et à les traiter. Il y a empiriquement, dans l'expérience politique française, il y a un seul moment où une personne a fait reculer le Front National, et en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy en 2007. Ils sont la cause du peuple. Je ne sais pas, mais moi j'ai été citoyen, je constate, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a, au moins dans la campagne, ensuite le quinquennat a été autre chose, malheureusement, un échec. Malheureusement pour la France. Il a traité la question sociale avec François Hollande, et la question identitaire. Les deux. Marcher sur ses deux pieds. Il a permis de reprendre 40% des voix du FN entre 2002 et 2007. Jean-Marie Le Pen, 16,86% des voix le 21 avril. En 2007, en 2007, 10,44%. 40%. Qui a fait ça ? Personne. C'est pas dû seulement au talent qui était d'ailleurs réel de Nicolas Sarkozy, à son énergie, sa fougue. Il est toujours ? Bien sûr. C'était qu'il avait porté un diagnostic juste. Alors on pourrait me dire, une autre solution existe, et vous n'êtes pas obligé d'être figé par cette expérience-là, peut-être. J'attends qu'on me la présente. Alors, Éric Revel, Morel, sans ironie aucune. Quand M. Revel dit M. Morel, c'est qu'il va me poser une question. Non, je ne vous pose pas une question, je vais faire un constat. Je vous fais écouter Emmanuel Macron. Vous êtes l'ancien conseiller de François Hollande, vous faites un diagnostic juste. La gauche s'est plantée lourdement sur plein de sujets. La République, la nation, en leur laissant, vous dites, au Rassemblement national. Mais en même temps, la gauche interdisait à la droite de penser sur des sujets qui, précisément, étaient essentiels pour l'avenir du pays. Donc, pour moi, il y a une double faute. Il y a cette faute de la gauche qui nous a emmenés là où on est, entre autres, et puis aussi l'idéologie dominante qui faisait qu'elle était soutenue par la gauche, cette idéologie, et qu'elle emmenait encore plus le pays dans le décor. Parfaitement raison. Jean-Pierre Chevènement, mon ami Chevènement, a dit les choses très simplement. Il les a écrites dans son merveilleux livre de mémoire. La gauche, c'est la gauche qui ratifiait, et la droite, c'est la gauche qui signait, la droite qui ratifiait. Mais la question, c'est pourquoi la droite s'est-elle soumise à cette idéologie dominante ? Pourquoi ? D'où vient cette espèce de fascination pour l'époque de Mitterrand et de ceux qui l'ont suivi ? Mais parce que je pense que la droite, enfin en tout cas peut-être pas le RPR des années 90, mais la droite ensuite a été, j'allais dire, victime de cette idéologie dominante qui faisait que si on pensait, si on sortait... Moi je l'ai vu dans ma corporation de journalistes, je l'ai vu. C'est-à-dire que les journalistes qui avaient des idées différentes des idées de gauche, en fait ils parlaient sous cap dans les rédactions. Ils n'osaient pas trop la ramener, parce qu'ils étaient montrés du doigt. Et puis, il y a autre chose que je voudrais dire sur le vote RN. Les chiffres sont incontestables, ceux que vous avez donnés sont marquants. Mais il y a autre chose qui est en train de se passer, dans les sondages, on le voit. C'est qu'il y a des catégories, aujourd'hui, qui ne votaient pas RN. Je pense aux cadres supérieurs, je pense aux gens qui sont en bac plus 4 ou bac plus 5, qui votent RN, aujourd'hui. Avec une idée très simple, et quand vous discutez avec des hommes politiques de droite, de gauche et de la droite nationale, ils vous disent en fait, le programme économique, en fait, on a essayé pendant des décennies et des décennies des partis dits de gouvernement qui nous ont menés là où on en est, donc certains disent pourquoi ne pas essayer le RN. C'est ça en fait le raisonnement de base. Vincent Herouette, et après on va avancer. Non, d'un mot, juste, il y a une vieille expression qui dit en France, il y a deux gauches dont une s'appelle la droite. C'est une vieille réflexion qui a été très longtemps vraie sur la culpabilisation de l'inhibition de la droite à assumer ses valeurs et ses héritages. On vient de voir au Portugal l'émergence d'un parti de droite assez radical qui est né comme Vox d'ailleurs en Espagne, dans deux pays qui avaient été, semble-t-il, purgés de toute tentation autoritaire par le souvenir de ces très longs règnes de vieux caudillos qui étaient Salazar et Franco. Les deux partis ont émergé, en fait poussés par la même réalité, à savoir le déclassement de la classe moyenne, l'appauvrissement, la perte d'identité et surtout un mouvement migratoire très puissant, puisque au Portugal, on est passé de 500 000 à 1 million d'immigrés
pas simplement les retraités riches, hein. Ce sont des Brésiliens, des Africains, des Pakistanais, etc., qui sont venus assurer une sorte de main-d'œuvre au Portugal et qui ont fait naître ce mouvement d'une droite qui s'oppose à la vieille droite parlementaire. Et le principal mouvement de droite au Portugal, vous savez, celui de Barroso, celui du président... Non, le secrétaire général de l'ONU n'était pas là. Le parti de droite, c'est le parti social-démocrate. C'est le nom du parti de la droite espagnole. Parti social-démocrate. C'est dire à quel point la droite était honteuse. Et elle ne l'est plus. Puisqu'elle prenait même le nom de la gauche. Il y a quand même des personnes qui disent que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Donc le président Macron, voilà, par exemple. Aquilino Morel, là-dessus. Oui, sur ce que disait Éric Revel, c'est-à-dire sur cette espèce et vous-même, de domination culturelle de la gauche sur la droite. Moi, d'abord, je pose à nouveau ma question. On n'est jamais obligé d'être soumis. On peut toujours se rebeller. Je n'ai jamais constaté de rébellion. Et ce qui s'est passé de la droite, ce qui s'est passé, au final, en France, c'est que Mitterrand et Delors ont liquidé le socialisme au nom d'une conception fédérale de l'Europe, et que Chirac et Juppé ont fait la même chose pour le gaullisme. Exactement la même chose. Donc au final, quand vous dévitalisez les deux principales forces qui avaient structuré notre vie politique et notre univers mental, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est soit le RN, l'extrême droite, entre guillemets, et l'extrême centre macroniste qui surgissent. Et François Hollande, Aquilino Morel, il a liquidé quoi ? Le quinquennat ? Le rôle du président de la République ? Hollande, il faut lui rendre sa juste mesure. Il a simplement été le dernier spasme, si vous voulez, si vous me permettez cette expression, d'un très long déclin de la force socialiste. Il a cru en 2012 qu'un nouveau cycle s'enclenchait et qu'il pourrait rééditer la mystification de Mitterrand en 83. Je me fais lire sur un programme pour en appliquer un autre qui n'a rien à voir. Il n'avait pas compris que 30 ans s'étaient passés, que c'était la fin de ce cycle-là et que c'était du bout des doigts que les électeurs lui avaient accordé la présidence et qu'ils étaient évidemment prêts à la lui reprendre à la première occasion, qui n'a pas manqué de surgir rapidement. Joseph, un petit mot, parce qu'après je vais vous faire écouter Emmanuel Macron, parce que ce qu'il a dit hier est absolument incroyable sur la parole publique, sur le fait qu'on est un point de bascule sur la parole publique. C'est un mot rapide qui est un très bref rappel historique. Sans François Mitterrand, il n'y aurait jamais eu de Front National. En 81, Jean-Marie Le Pen est incapable de se présenter à la présidentielle, car il y a une autre formation politique qui s'appelle le PFM, qui veut présenter un candidat et qui lui mange à peu près ses parrainages. Donc, Jean-Marie Le Pen est vraiment dans les choux. Et c'est François Mitterrand qui va le repêcher. C'est François Mitterrand qui va prendre son téléphone et dire à Georges Filiou, alors ministre de la Communication, « Écoute, Georges, il faut quand même faire quelque chose pour Jean-Marie Le Pen. » Et c'est ainsi que Jean-Marie Le Pen va être pris, va avoir un tapis rouge à l'heure de vérité, à l'époque. Donc, tous ces éléments, ça montre quand même... Alors ensuite, après, vous avez totalement raison sur l'analyse. Après, il y aura SOS Racisme dans le bureau de Jean-Yves Bianco. Mais ça montre que, sur le Front National, fondamentalement, le péché originel vient de cette gauche. Mais je l'ai dit tout à l'heure, est parfaitement compatible. Et totalement. C'est la même chose. C'est juste un point en plus de François Mitterrand a été le grand facilitateur de Jean-Marie Le Pen, comme vous le rappeliez, en 82, en demandant à l'audiovisuel public, qui à l'époque obéissait, il n'y avait que l'audiovisuel public, d'ouvrir grand les studios et les plateaux à Jean-Marie Le Pen. Ce qui s'est passé, et Jean-Marie Le Pen étant une bête de scène, parlant latin et un français châtié, il a fait la percée que l'on sait, et dans le même temps, toute la perversité de François Mitterrand a consisté à être le banalisateur suprême de Jean-Marie Le Pen et le diabolisateur, puisque dans le même temps, pratiquement un an après, dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Luc Bianco, il inventait, avec ses saprophytes, il inventait SOS Racisme. Donc il a fait les deux, ce qui était logique, puisqu'en le faisant monter, ça lui permettait de dire, voyez, le diable est là, et donc votez pour moi. Mais bien sûr. Éric Revel, et après le rappel des titres de l'actualité. Semble-t-il, c'est que pendant des décennies, ce qu'on appelait l'intelligentsia de gauche mettait sur la table du débat national les thèmes dont on devait débattre. Oui. Et en fait, ceux qui étaient en réaction à ces thèmes, qui n'osaient pas trop la ramener, on les traitait de réactionnaires. Aujourd'hui, il me semble que les thèmes qui intéressent les Français sont des thèmes portés plutôt par la droite, et ceux qui réagissent faute d'idées, ce sont les gens de gauche qui sont, pour moi, les nouveaux réactionnaires. Parce qu'ils sont en réaction à des thèmes qu'ils ne maîtrisent plus. Moi, je suis patriote. Vous pensez à quoi, Eric, par exemple ? C'est vraiment à quoi vous pensez aujourd'hui qu'on met sur la table. Oui.
Lesquels je ne sais pas, l'avortement dans la Constitution, la question de famille, etc. Ça, on peut multiplier, pardon Eric, ça ce sont des réformes les thèmes aujourd'hui sociétaux qu'on met sur la table. Non, je ne parle pas des thèmes sociétaux. Joseph, vous êtes suffisamment madré pour ne pas oublier que, en tout cas, les thèmes sociétaux qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est aussi une façon de masquer les réformes, notamment économiques, qu'on ne fait pas en ce moment par ce gouvernement. Ce que je veux dire, c'est ce que François Mitterrand et la gauche faisaient aussi. Souvenez-vous, quand le Parti communiste défonce des foyers de travailleurs immigrés à Ivry, les foyers Sanacotra, vous imaginez aujourd'hui, la gauche ne moufte pas, ne dit pas le Parti communiste est raciste, pas du tout. Les thèmes aujourd'hui qui sont sur la table sont des thèmes d'immigration, 18h31, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Vous pouvez continuer, moi je continue aussi. D'abord.